Bonjour Thomas Dana, tu es médium aujourd'hui et c'est ton premier podcast. Tu m'as demandé de te tutoyer, alors c'est assez étrange parce que je crois que quand tu fais tes consultations, généralement tu vous vois. Pourquoi pourquoi tu décides de vous voyer et nous on devrait se tutoyer? Alors, je vous vois les consultants parce que j'estime qu'ils me consultent et je dois leur me donner une forme de respect. Alors, c'est pas parce que je ne te respecte pas, mais pour ce genre de format, c'est la première fois que je fais un podcast. Pour ce genre de format, il me semblait judicieux et plus adapté qu'on se tutoie pour que je sois à la fois plus à l'aise parce que, contrairement à ce que certains croient, c'est pas parce que j'ai fait de la télé que je suis à l'aise avec une caméra ou un micro. Donc, effectivement, je trouvais que c'était plus sympathique dans le but de faire un échange qu'on se tutoie. Bon, c'est parfait, alors on va se tutoyer. Donc c'est le premier podcast, comme tu disais et comme je l'annonçais au début. Donc maintenant on va parler un peu de ta médiumnité, parce que c'est un peu le sujet aussi, pourquoi tu es là. Donc est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi un médium? Moi je suis ignorant, donc j'ai besoin de savoir c'est quoi un médium. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement médium, clairvoyant, voyant, numérologue, tarologue, etc. Astrologue, bien sûr. Médium, c'est avoir la capacité de communiquer avec des défunts. Donc, je ne vois pas les choses, on me transmet les informations. C'est pas un langage parlé, la langue français, anglais, etc. C'est vraiment un ressenti intérieur et l'explication, la transcription de ce ressenti dans le langage. Et c'est comme ça que moi, je donne les réponses des guides. Parce que souvent, je parle des guides. Et les guides, ce sont des personnes défuntes qui m'accompagnent pour répondre aux questions de mes consultants. Donc si c'est pas un langage, comment du jour au lendemain tu t'es rendu compte que tu étais médium? Parce que j'imagine que c'est pas en se levant le matin qu'on est médium. Non, alors c'est effectivement en y réfléchissant avec le temps, je me suis rendu compte que je disais souvent je pense que. En fait, c'est pas moi qui pensais, c'est je recevais l'information, ce ressenti avec des explications et je les transcrivais en langage. Donc c'est vraiment le fait de se dire bah, finalement tout ce que je pense, c'est pas je pense. Faire la différence entre je pense et je ressens. C'est ce qui a été le plus difficile, de faire la différence entre les deux. Et le ressenti, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est pas quelque chose de mental. Il n'y a pas de réflexion comme on peut l'avoir avec les mathématiques 1 plus 2. C'est vraiment quelque chose qui monte et qui peut se transcrire en une évidence. Cette information devient une évidence pour moi et je la retransmets avec mes propres mots. Et donc ça fait peur parce que on s'en rend compte du jour au lendemain et comment on se dit ça y est, donc je suis médium. Comment tu t'entraînes? Comment tu utilises ça? Comment ça devient automatique? Alors, avec le temps, quand j'ai grandi vers 19, 20, 22 ans, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était de la médiumnité. Avant, pour moi, ça me paraissait évident. Tout le monde avait les mêmes choses, les mêmes ressentis, les mêmes pensées ou les mêmes visions, parce que ça m'arrive aussi de voir des ombres noires. Et en fait, ce sont des défunts qui viennent communiquer avec moi. Donc, j'ai toujours cru au fond de moi que c'était quelque chose que tout le monde avait et que c'était pareil pour tout le monde. Et je me suis rendu compte en grandissant que non. Et ça, je pense que j'avais les premières réceptions d'informations, les premiers ressentis à 5, 6 ou 7 ans à peu près. D'accord. Et alors ça, comment on en parle à ses proches? Parce que si tu es le seul dans la famille ou que tu te sens un peu différent des autres, comment tu en parles de ça à tes proches, tes amis? C'est vrai qu'en plus, c'était pas un sujet qu'on abordait dans la famille, puisque ça vient du côté de mon père. Mais lui s'en est rendu compte à la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Avant, il était comme moi, il ne comprenait pas, ce n'était pas une pleine conscience de cette capacité-là. Sa mère ne lui en avait jamais parlé, c'était quelque chose de tabou. C'était un peu comme dans l'époque des sorcières, on poursuivait les sorcières, donc il fallait pas le dire, ça restait caché, ça restait tabou. Au final, je l'ai découvert moi-même et mon père a commencé à en parler au moment où j'en prenais conscience. Donc finalement, c'est venu plus ou moins simultanément et ça s'est fait assez naturellement. Donc en parler, j'ai juste dit que j'allais commencer à proposer cette activité professionnelle. Et tu réagis comment? Je me souviens pas qu'il y ait eu de réaction particulière, ni de waouh, ni de oh là là. Très honnêtement, je me rappelle pas de réponse ou de réaction particulière, comme si c'était ok, c'est comme ça. Entraîné sur eux. Alors, est-ce qu'ils ont demandé au moins à savoir si c'était vrai? Pourquoi il y avait ce changement? Alors aujourd'hui, ma mère m'appelle souvent pour me demander quand elle a perdu quelque chose, par exemple. C'est en cela où elle va l'utiliser. T'as des exemples?
la télécommande du portail électrique, j'ai perdu un papier ou quelque chose comme ça. Donc, c'est mignon et touchant parce que c'est une manière douce et délicate de dire je crois en toi, je crois en cette capacité que tu as, mais en même temps, je viens pas te parler de mes histoires ou de mes tracas. Je fais pour des choses entre guillemets un peu futiles pour que ce soit plus simple. Donc, c'est plus, par exemple, avec les amis. C'est surtout avec les amis que j'ai pu exercer. Par exemple, à une table de restaurant, me poser des questions. J'écrivais sur la nappe en papier. Ils repartaient avec la nappe en papier. Ou des serviettes en papier, carrément. Parce qu'il y a les nappes où c'est plus pratique d'écrire, en plus, en réalité. Et il y a les serviettes en papier. Ça a été beaucoup ça. C'était beaucoup des amis à qui j'ai fini par commencer à en parler, mais j'ai commencé à en parler avec ces amis au moment où j'ai commencé à faire de la télé, tout simplement parce que c'est eux qui sont venus me dire « Mais tiens, on t'a vu, c'est toi, c'est pas toi ?» Bah si, c'est bien moi. Et dans l'ensemble, tu dirais que la réaction de tes amis et de tes proches a été positive? Oui, alors très clairement, on n'en parle pas. Enfin, la famille, on en parle de temps en temps, mais très rarement. Et les amis, pas du tout. En fait, ça n'a rien changé. Ils n'ont pas changé leur attitude, ils n'ont pas changé leur comportement. Ils ont vraiment été dans une forme de... comment dirais-je de... Oui, c'est un petit truc en plus. Et donc ça, tu l'as découvert. Et pourquoi, donc, comme tu l'expliquais, du jour au lendemain, tu as voulu le partager et surtout en faire un métier, le proposer professionnellement à d'autres personnes en dehors de ton entourage? Quand j'ai commencé, j'ai souvent entendu dire que si on ne l'utilisait pas, on perdait cette capacité. D'accord. Et je me suis dit, au-delà du fait professionnel, ça peut aider des personnes. Et il y a aussi un autre sujet qui est quand même, je dirais peut-être primordial, c'est que si je ne l'utilise pas, ça vient contre moi. C'est-à-dire que ça me rend malade de ne pas l'utiliser. L'utiliser, c'est comme ouvrir un barrage, l'eau est retenue et à un moment donné, ça pousse tellement qu'il faut relâcher un peu l'eau du barrage pour que ce soit plus fluide et que ce soit plus vivable. Là, c'est le même concept. Si je ne l'utilise pas, ça se retourne un peu contre moi d'une certaine manière. Et il y a eu un déclic particulier qui a fait que tu as eu envie de le faire? Ça s'est fait du jour au lendemain, progressivement? Tu en as ressenti le besoin, comme tu expliquais? Là où ça s'est vraiment déclenché, c'est quand j'ai fait un voyage en Polynésie. Et il s'est avéré que ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que j'avais pas vraiment pris de vacances et que je travaillais beaucoup. Et je me retrouve à cette table un soir avec une amie et je lui dis des choses sur elle que je ne peux pas connaître, qu'elle n'a jamais dit à personne. Et là, je prends conscience, en fait, qu'il faut ouvrir les vannes et laisser faire les choses. Et je reprends l'avion pour revenir en métropole, comme on dit. Et là, je ressens tout ce qui se passe. Alors, ça va du truc drôle à tiens, madame trompe son mari, ou tiens, elle a fait une fausse couche, elle n'est pas bien, ou tiens, je sais pas, elle a mal au dos, ou telle chose. Et des informations qui arrivent en continu, non-stop. Je peux pas dormir. Finalement, j'ai très chaud tout le temps. C'est-à-dire, les gens sont en pull, moi je suis en t-shirt et je transpire, comme si c'était une maladie. Et en fait, en réalité, je me rends compte que c'est tout ce qui a été accumulé qui se lâche, le fameux côté du barrage. Et à ce moment-là, je me dis, il faut laisser les choses se faire et il faut le faire de manière assez naturelle. Maintenant, il y a eu la période où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment cette capacité-là, où je deviens dingue et finalement je m'invente des histoires. Donc, à ce moment-là, je commence à te faire de plus en plus de consultations, toujours accroché à un tarot de Marseille, comme si j'avais besoin de me rassurer de quelque chose. Et un jour, je reçois un appel et je ne retrouve pas mon tarot de Marseille. Et je me dis, je vais être incapable de faire la consultation. Et en fait, pas du tout. Ça a été, je crois, la consultation la plus mémorable que j'ai eue. C'est-à-dire que tout est venu comme si c'était une évidence. Ça donnait l'impression que je racontais une histoire, mais tout était hyper naturel et venait comme ça, non-stop. Et ça a duré pendant une bonne demi-heure où ça ne s'arrêtait plus. On oublie tout ce qui se passe autour et c'est comme si j'étais physiquement présent, mais mentalement, c'était pas moi. C'était totalement un flot d'informations qui arrivaient les unes après les autres, du passé, du présent, du futur. Donc j'ai laissé faire les choses et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment considéré comme un médium et pas un voyant, parce que souvent on dit plus facilement voyant,
Et c'est à ce moment-là où je me suis plus considéré comme un médium, parce que je me suis rendu compte que les informations que je recevais ne pouvaient forcément qu'être par des personnes tierces que moi. Il n'y avait pas de questions, juste prénom, date de naissance. Et j'avais besoin d'aucun support. Donc, c'était pas moi qui pouvais réfléchir mathématiquement à donner ces informations. Ça venait forcément d'ailleurs. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai considéré que j'étais un médium et que j'en ai fait une activité professionnelle. Et donc, c'est ta seule activité maintenant. T'as tout abandonné le reste pour faire que du médium ou... Alors, je suis quelqu'un d'un peu boulimique du travail. Alors, par période, bien évidemment. Comme tout le monde, j'ai besoin de me reposer. Mais j'ai besoin de créer. J'ai besoin d'être dans une dynamique. En tant que médium, on attend l'appel d'un client, le client qui réserve un rendez-vous. Personnellement, je ne vais pas chercher, je n'ai pas d'équipe qui va chercher des consultants pour gagner ma vie. Donc, la médiumnité me fait vivre, c'est une certitude, mais j'ai d'autres activités parce que j'aime créer des choses. Donc, je m'abreuve, mes journées sont abreuvées de plein de choses, et aussi parce que on me dit, donc quand je dis on me dit, c'est que mes guides me disent que c'est important de ne pas faire que ça pour garder un équilibre de vie. Et donc c'est facile de jongler entre deux métiers, parce que si tu es au boulot et qu'on t'appelle... Alors, je suis entrepreneur, donc c'est pas un boulot de salarié, donc finalement je choisis mon temps dans ma journée, et mes journées sont rythmées à la fois par mon activité professionnelle de médium et mon activité autre à côté, où je crée, et effectivement, j'ai aucun mal à switcher. C'est souvent la même question qu'on avait quand je faisais des émissions de télé. C'est qu'en 5 minutes, je passe d'un consultant à l'autre. Et en fait, avec le temps, j'ai appris à switcher, à juste dire je passe à autre chose, je recommence autre chose, je passe à autre chose, je recommence à autre chose. Et donc, c'est cette technique de télévision que j'ai eue à changer de consultant toutes les 5 minutes a fait que je suis devenu quelqu'un qui fait les choses du tac au tac. Donc, vous m'appelez, je suis avec vous à 100%, vous avez terminé. C'est pas que je vous oublie, c'est que je passe à autre chose parce que la consultation est terminée et j'ai pas à vous apporter autre chose. D'accord, bon, mais comme tu sais faire plein de choses en même temps, alors je veux pas de consultation, mais quand ça se passe une consultation avec toi, là je t'appelle maintenant, tu es en train de faire un podcast, mais bon, j'ai décidé de faire une consultation en même temps. Alors je vais d'abord... Consultation, mais dis-moi comment ça se passe. En fait. Je vais finir le podcast et après je fais la consulte. Alors, les seules choses que j'ai besoin, c'est que la personne, déjà me dise bonjour, ça me met de bonne humeur, ça me fait plaisir, j'ai l'impression d'être un minimum considéré, me donne son prénom, sa date de naissance et sa question. Pourquoi sa question ? Parce que je pars du principe que je ne vais pas aborder, ou très peu, des sujets sur lesquels la personne n'est pas prête ou ne veut pas avoir d'informations. On en revient à la fameuse phase du respect, comme quand je vous vois le consultant. Je n'ai pas de problème que le consultant me tutoie, ça ne me pose aucun souci, mais moi, par respect, je vais continuer de vous voir. Alors, est-ce que c'est mon éducation ? Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, je vais essayer de rester dans le cadre le plus possible que la personne souhaite quand elle vient en consultation. Donc, le fait de lui demander sa question, c'est pas lui demander d'expliquer que oui, je suis en couple avec Pierre, Paul ou Jacques et je voudrais savoir si ça continue, etc. On est vraiment plus dans une phase où on se dit j'ai une question de savoir est-ce que je vais continuer ma relation avec Pierre, Paul ou Jacques ou pas, par exemple. Ça permet d'être assez rapide et de démarrer quelque chose, initier quelque chose pour parler de tout l'aspect sentimental. Mais pour essayer de respecter le cadre que le consultant veut en venant me consulter. C'est une certaine manière mettre un cadre à quelque chose qui n'en a pas, la médiumnité. Donc, je vais aussi appréhender les informations que mes guides m'apportent pour non pas choisir l'information que je transmets, mais la transmettre avec le respect du consultant. Et c'est important pour moi de le faire comme ça. Donc, c'est vrai qu'on peut faire une consultation complète, mais je vais toujours demander une question par sujet, par domaine, pour pouvoir respecter le cadre dans lequel la personne veut aller. Elle me dit je veux rester toute ma vie avec Paul. Si c'est pas le cas, je vais lui dire. Ça n'empêchera pas que je lui dise. Mais ça me permet de démarrer, d'initier quelque chose, comme quand dans les westerns, on craque une allumette sur l'encadrement de la porte pour de la dynamite, par exemple. Bah, c'est le même concept. Et donc tu parlais, alors donc là maintenant tu avais lâché ton tarot de Marseille. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises toujours ? Est-ce que tu utilises d'autres techniques pendant la consultation ? Est-ce que tu parles de tes guides ? Oui. Le tarot de Marseille que tu avais fait sans, alors que tu l'utilisais beaucoup avant. Il y a d'autres Ce que j'utilise pour compléter ma médiumnité, pour avoir d'autres éléments pour ajouter à la consultation, c'est le tarot de Marseille.
Ça va être la numérologie, bien sûr. Je trouve ça passionnant, la numérologie. Ça permet d'avoir plein d'informations sur l'état d'esprit de la personne dans le moment. Donc c'est très utile quand la personne m'appelle, par exemple, imaginons pour Benoît, né le 1er janvier telle année. J'ai juste besoin du jour et du mois de naissance, puisque après je vais le calculer avec l'année en cours. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en venant recouper la numérologie de la personne qui me consulte et la numérologie de la personne concernée, du protagoniste, de la personne en face qui me consulte, ça permet d'avoir des zones de date, de prendre un peu entre parenthèses ou entre étaux des périodes datées et donner une précision en termes de date. C'est en cela que la numérologie m'est très utile. C'est décrire le comportement des personnes actuellement, leur mode de fonctionnement, et donner des périodes datées aux personnes. Alors généralement, je ne fais pas des périodes datées de 2 jours. C'est de quelques semaines à quelques mois pour que la personne arrive à se situer dans la consultation. Et après, j'utilise l'astrologie, parce que les signes astrologie, c'est passionnant. Ça permet aussi de décrire très facilement des personnes. Non pas que c'est un outil facile pour moi, mais en le connaissant, plus la médiumnité, la numérologie et le tarot de Marseille, on a un espèce de carré qui vient cadrer la consultation. Là, on voit un peu mon côté cartésien qui vient rechercher un cadre à la consultation. Donc avec ton signe, tu arrives à te repérer dans des consultations d'autres, surtout. Oui, avec mon signe, les signes qui m'entourent, etc. Puis, faut étudier un peu l'astrologie, c'est intéressant, mais pour ceux qui le savent ou qui ont lu mon livre, je suis Capricorne, donc j'aime les choses un petit peu carrées malgré tout, même si je suis médium. Ok, bon. Capricorne, donc vous noterez, on en approche bientôt, je ne sais même pas les signes, donc ça ira plus vite. Ça apporte quoi, donc toi, ça t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours d'utiliser ça, en fait ça... Parce que là, tu dis que tu varies entre les consultations, ton métier personnel, donc qu'est-ce que ça t'apporte dans ta journée, à la fin de ta journée, d'avoir cumulé les deux? Alors, je pense que ça me nourrit dans le sens où ça me donne la sensation d'aider des personnes. Et puis, ça me permet aussi de continuer de garder le contact avec mes guides et que ce soit quelque chose qui soit fluide. Au quotidien, ça va m'alerter sur des choses. Alors, ça agace un peu mon entourage parce que je vais dire, tiens, fais attention à ça, ou t'as pas oublié ça, ou t'as pas oublié telle chose, t'as pas oublié de fermer la porte, ou ce genre de choses, ce genre de détails, ou d'avoir un doute sur quelque chose. Alors, ça peut être agaçant pour les personnes qui m'entourent, mais je trouve que ça apporte une certaine ouverture d'esprit. Ça permet aussi de comprendre l'humain qui nous entoure et de se dire que cet humain-là, il a ses travers, mais au fond, on est tous pareils, on a tous nos craintes, nos peurs, nos inquiétudes. Et je pense que ça m'a ouvert à l'autre. Ça m'a permis d'être plus tolérant, d'être plus flexible, accepter la différence plus que avant, je pense. Après, c'est aussi parce que les années passent. Et donc là, pour conclure, est-ce que tu as des anecdotes ou alors des consultants qui t'ont dit que tu étais complètement à côté de la place et ça n'a pas marché avec eux? Est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous partager? Alors ça, c'est important de poser cette question parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, la question de mon tarif revient. Et c'est un sujet important parce qu'effectivement, c'est un tarif assez élevé. Mais je considère que c'est ce qui permet de faire de la qualité. Je m'explique. Si je fais une consultation toutes les 5 minutes pendant 9 heures dans la journée, il faut calculer le nombre d'énergie que je vais traverser pour pouvoir répondre aux questions de ces consultants. Ma volonté, c'est de ne faire que quelques consultations par jour. De 0 consultation à 5 consultations maximum. Il faut savoir que les consultations avec moi, il y a plusieurs formats. Il y a une consultation de 5 minutes pour une question précise. On y va et on donne des informations. Et je vous rassure, en 5 minutes, j'arrive à donner plein d'informations. Une consultation, un domaine qui dure 15 minutes. Et la consultation complète de 45 minutes. Donc si j'ai 5 consultants à 5 minutes, je le fais facilement, étalé sur la journée, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai 5 consultations de 45 minutes, je ne suis pas aussi performant à la fin de la journée. Pourquoi ? Parce que je suis comme un citron qu'on a pressé et à un moment donné, il n'y a plus de jus. Donc, effectivement, il me paraît plus honnête de dire « Ok, je ne fais qu'un certain nombre de consultations par jour pour rester dans de la qualité et de l'efficacité. » C'est un peu mon obsession. Et donc, effectivement, le fait d'être focus sur un petit nombre de consultations par jour me permet de garder à la fois le plaisir, parce qu'il faut que je le fasse avec plaisir,
et de me permettre de garder cette efficacité et de connexion pour recevoir les informations. Alors, où est la question de est-ce que on va avoir des gens qui vont nous dire on est à côté de la plaque? Oui, ça m'est arrivé il y a un certain nombre d'années, une dizaine d'années, parce que justement, j'en faisais trop par jour. D'accord. Et donc, à force d'en faire trop par jour, on n'est plus connecté à la bonne énergie. C'est-à-dire que finalement, j'avais encore les guides de la consultation juste avant, qui venaient m'apporter encore des informations de la consultation d'avant, et pas de la nouvelle consultation. Donc forcément, à la nouvelle consultation, j'étais à côté de la plaque. La seule solution, c'est d'arrêter tout, de dire on reprogramme le lendemain, ou un jour où je suis soit moins fatigué, soit plus focus, et on reprogramme et on le fait correctement. Super. Bah, écoute, en tout cas, merci pour ces questions et ces réponses. Avec plaisir. Passé, ce petit moment ensemble. Juste pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver Thomas Dana sur le site www.thomasdana.com. Voilà. Et donc, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Merci.